Il s'agit uniquement de les mettre en pratique. Et surtout, nous avons un problème de fond. Ce que nous observons de plus en plus dans la philosophie de droit, c'est qu'on fait semblant que la philosophie de droit travaille uniquement sur des théories de droit, sur la dogmatique juridique ou encore sur la doctrine, sur notre façon d'interpréter les droits. La conséquence est simplement que la philosophie de droit s'éloigne, devient aliénée à l'égard du droit. Mais à la limite, à ce moment, la philosophie de droit ne concerne pas le droit proprement dit, parce qu'il s'adresse uniquement à un intermédiaire. Un intermédiaire qui peut également avoir un problème avec la pratique juridique. Et il me semble qu'il faut briser tout ça, qu'il faut prendre simplement la pratique juridique comme point de référence, en disant que le droit n'existe pas dans la théorie, il n'existe pas dans l'interprétation, il n'existe pas dans la doctrine, il n'existe pas dans la jurisprudence, il existe simplement en pratique. Donc la question, comment la philosophie des droits peut-elle ignorer tout ça? De se faire ignorant de ce qui se passe en pratique. En ce qui me concerne, ça devient simplement impossible. Je me sentirais mal à l'aise de faire de la philosophie des droits sans connaître le droit qui se fait, sans simplement me situer sur le niveau des individus qui fait appel au droit. Parce qu'au fin de compte, le droit appartient au peuple. Il appartient à celui qui fait appel au droit. Et la philosophie des droits, alors, peut-il simplement ignorer tout ça? Dire que c'est uniquement une sorte de compétition de ping-pong entre un philosophe qui envoie des balles à l'autre, philosophe de droit, et subitement, c'est un jeu intellectuel sans aucune référence. Malheureusement, c'est ça qu'on voit souvent. On voit un jeu de ping-pong où des personnes deviennent obnubilées par leur propre intelligence, par leur capacité d'utiliser des concepts, d'utiliser leur point de vue pour simplement utiliser le mot droit. Utiliser sans que ça se réfère à quoi que ce soit. Uniquement une réalité qui fait référence à leur propre tête. Mais si c'est uniquement cette réalité, pourquoi utilise-t-il alors le mot droit? En ce qui me concerne donc, je ne vais pas faire la philosophie de droit de cette façon-là. Je vais faire la philosophie de droit avec une référence directe vers le droit qui se fait. Je vais faire une philosophie de droit qui prend les droits et les gens au sérieux. Oui, on doit s'occuper de ce que font les avocats, les procureurs, les notaires, tous les professionnels des droits qui travaillent tous les jours avec des dossiers, quelquefois des dossiers impossibles, qui fait simplement le droit. C'est pas uniquement une question de théorie, alors. C'est pas uniquement une question de voir la philosophie du droit comme une sorte d'étage qui surplombe en haut et qui regarde en bas.
Le danger aussi, simplement, que la philosophie du droit, comme la théorie des droits, séduit la personnalité autoritaire. La personnalité qui souhaite simplement contrôler les autres, régner sur les autres, utiliser la knoute sur leur dos. Ce n'est pas pour moi. Ça me semble simplement une impasse. Et j'insiste dans mon livre, j'insiste fortement qu'il faut prendre le droit comme il est, comme il se fait, comme les acteurs. Et dans un des articles dans notre livre, je me réfère implicitement à Fuller quand il dit le suivant. Je m'étonne de toute cette philosophie de droit qui ne prend pas au sérieux le travail des avocats, à ceux qui travaillent directement avec les gens, avec le droit. Donc, le titre ici, la philosophie du droit et sa pratique, c'est aussi un message. Je simplement insiste qu'il y a quelque chose de pervers qui se passe dans la philosophie du droit. Je constate 90% de toute la philosophie du droit écrit s'occupe de l'instance d'autorité. Il cible l'autorité des magistrats, d'un juge, mais il ne s'occupe pas d'un 1%. C'est 1% de la philosophie du droit. Eux, simplement, qui insistent. Mais le droit se fait tous les jours, dans des tribunaux, dans des cours, dans des procès d'arbitrage, un peu partout. Le droit, c'est quelque chose qui se fait. Donc, comment se fait-il que la philosophie du droit néglige la pratique? Je ne suis pas là. Je ne serai pas là. C'est pas mon roi. Et je m'engage simplement à écrire la philosophie du droit autrement. Que ce soit contre des habitudes, contre des convenances. Il faut avoir un côté critique et réaliste. De l'introduction que j'écris dans notre livre, j'insiste sur ces mots. Critique et réaliste. Il faut donc commencer à réfléchir. Qu'est-ce que ça signifie que la philosophie du droit prend au sérieux la réalité des gens? Ça signifie d'abord, nous ne sommes pas là pour changer quelque chose. La philosophie n'a jamais changé quoi que ce soit. C'est une illusion de les croire. C'est l'illusion de s'engager sur un chemin qui mène nulle part. Donc, simplement, une philosophie de droit accepte que ce n'est pas nous qui faisons le droit. C'est la première prémisse. Je n'ai pas reçu une autorisation de parler au nom des droits. Je n'ai pas reçu une habilitation de dire les droits. Il faut assumer son rôle. Mon rôle, c'est d'être philosophe des droits et prendre au sérieux les droits. Donc, les prémices, c'est là. Les droits, c'est fait ailleurs. Mais il est toujours là. C'est simplement une chose commune qui est faite avec des parties tout à fait différentes. Nous trouvons toujours deux parties dans un procès. Nous trouvons même plus. Nous pouvons donc aussi les analyser, interroger. C'est quoi les deux parties qui rentrent en conflit? Pourquoi? Et pourquoi veut-il qu'une tierce personne règle leur
à faire. Comment se peut-il qu'ils ne peuvent pas régler l'affaire eux-mêmes? Quelquefois, ils ne peuvent pas le faire. C'est de l'ordre public. Et l'ordre public, c'est une sorte de point de départ pour beaucoup de réflexions. Mais, normalement, ce que nous observons, c'est que des conflits dans la société, et encore des conflits de droits, ne se règlent pas par un juge. Ils se règlent de presque un pourcentage de 95% entre les avocats. Les avocats peuvent simplement régler la plupart de ces cas entre eux, et ils le font normalement, au bénéfice de leurs clients, au bénéfice simplement d'eux qui a besoin d'une solution juridique. Donc, simplement, on voit que ça se donne aussi des images. L'image, simplement, des individus, fait-il confiance au droit? Fait-il confiance aux acteurs juridiques? Fait-il confiance aux avocats? Ou encore fait-il confiance aux juges? Non, il ne le fait pas. Ce n'est pas uniquement une désaffection, ou encore une haine contre les politiciens qui se rencontrent dans notre société. Les gens, normalement, ne font même pas confiance à leur avocat et non plus aux juges, au système judiciaire. Quelque chose a donc été rompu dans la société contemporaine. Nous ne faisons pas confiance, mais quelquefois nous sommes obligés de nous soumettre. Mais nous soumettre à quoi? Nous soumettre à la loi. Mais quelquefois, on peut se demander qu'est-ce que ça signifie de se soumettre à la loi? Quelle loi? Pourquoi? Comment? Donc, en voit simplement, c'est une image beaucoup plus pratique qui s'installe dans notre esprit. Nous commençons à penser les droits à partir des acteurs, à partir de ce que fait les différents acteurs d'un procès judiciaire. Nous avons, je répète, des avocats, nous avons des greffiers, nous avons des constables, nous avons des juges, nous avons encore d'autres partis, d'autres intérêts. Et dans une société comme la nôtre, s'ajoute des lobbying. De plus en plus, on voit que les droits deviennent un objet convoité. C'est un sujet convoité parce que ça donne des pouvoirs. Dans une démocratie où personne ne croit vraiment à la démocratie, les droits deviennent simplement un objet convoité. Je convoite des pouvoirs que je peux obtenir par les droits. De plus en plus, on observe donc que de plus en plus de groupes particuliers de la société utilisent le mot droit pour obtenir des pouvoirs. Pouvoir sur les autres. Des pouvoirs pour que les autres payent. Pour que les autres courbent les dos. Tout ça appartient au domaine pratique de droit. Et il faut réfléchir. Simplement se poser les questions. Que convient-il de penser là-dessus? Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'accepter des jeux de pouvoir dans une société. Il ne s'agit pas non plus de dire je suis d'accord avec un lobby contre un autre lobby en disant que je trouve qu'un intérêt est plus digne que l'autre intérêt. Et c'est peu simplement qu'il y a une pluralité d'idées, d'opinions dans nos sociétés. Chaque fois qu'une opinion gagne, il y a une opinion qui perd. Et quand une opinion perd,
Ce n'est pas uniquement une opinion qui perd, c'est la pluralité des opinions qui s'effacent. On voit donc une uniformisation. On voit simplement celui qui peut gagner et peut effacer l'autrui. Il peut simplement utiliser les choses à son avantage. Donc, quand nous sommes dans le domaine des droits, il ne faut pas se faire des illusions. Il y a aussi des intérêts tout à fait particuliers qui sont en jeu. Des intérêts qui ne portent pas le drapeau où il écrit vraiment ce qu'il pense ou ce qu'il souhaite. Normalement, des lobbying se présentent de façon particulière. Ils cherchent notre obéissance, notre adhérence. Ils souhaitent que nous sommes au genoux. Pourquoi? Parce que c'est mieux que nous sommes au genoux. Pour eux. Donc, simplement, ne se fait pas d'illusions. La pratique des droits, c'est donc comme une sorte de tableau d'un jeu de Go. Tu ne sais même pas à quoi servent les différents briques avant d'avoir réfléchi, avant d'avoir vu l'ensemble. Et la philosophie de droit doit simplement servir à ça. Essayer de voir un ensemble, voir comment ça fonctionne, voir ses pratiques. Uniquement une question. Se peut-il que notre droit moderne recule vers le droit féodal? C'est-à-dire que nous sommes en train de refaire un ancien modèle qui était simplement situé sur le niveau d'obéissance et que chacun avait des privilèges. Parce que si j'analyse le droit féodal, ce qui est le plus important, c'est que tout le monde avait des droits. Tout le monde avait une pluralité de privilèges qu'il utilisait l'une contre l'autre. Se peut-il donc que nous sommes en train de refaire une société féodale où chacun possède une pluralité de privilèges qu'il peut utiliser contre l'autrui? Mais si nous sommes en train de reculer vers le droit féodal, avons-nous perdu quelque chose? Avons-nous perdu quelque chose d'important? On voit autant de questions, autant de réponses, mais la réponse n'est pas sûre. Et c'est là justement où se trouve l'avantage de la philosophie des droits. Il nous permet de réfléchir sur tout ça. Il donne simplement pas des articles, pas des livres, je vais presque en modestie dire, pas tous les articles, tous les livres que j'écris. Je donne simplement une sorte de diagnostic. Parce que c'est là où je veux venir. Peut-être on peut associer la philosophie du droit et encore le droit avec les sciences médicales. Nous sommes là, l'avocat, pour diagnostiquer, mais le philosophe de droit, il fait aussi des diagnostics. Diagnostics sur le droit en vigueur, le droit que nous faisons, mais aussi des diagnostics sur notre société, sur nos comportements, sur l'idéologie qui nous mobilise, sur les métaphysiques qui se trouvent chez les gens. Nous faisons des diagnostics. Pourquoi? Parce que de la même façon qu'un médecin est là pour guérir son patient, nous sommes là pour aider les gens. Pas de façon autoritaire, pas de façon maternaliste ou paternaliste, mais simplement parce que la philosophie du droit peut aussi être un souci pour la société, conjugué avec un souci pour les droits. Tout ça se fait en pratique.